Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la taverne du gamer. Je suis Sid, accompagné de Kira. Comment vas-tu mon cher Kira ? Bonjour Sid, écoute, ça va bien, c'est une bonne grosse semaine qu'on a eue, un peu plus fraîche, c'était agréable mine de rien. Oui, ça fait du bien. Bon, ça n'empêche que j'ai quand même bénéficié de la plage, des pauses déj bucoliques, tu sais, pour pouvoir profiter un petit peu de ce beau temps et du soleil, autant se faire plaisir. Bien sûr. Cette semaine, j'ai quand même fait 2-3 trucs. Alors je suis allé voir Jurassic World au cinéma, donc du coup ça sera ma chronique d'aujourd'hui. Je vous en parlerai tout à l'heure au sommaire. J'ai fini la saison 3 de Squid Game, qui était plutôt cool, donc je vais voir si je vous prépare une chronique ou pas. Ça va dépendre de mon envie, on va dire. Donc je continue Baldur's Gate 3, donc je fais des petites sessions parce que j'ai vraiment pas trop le temps d'y jouer, donc généralement j'essaye de me caler une soirée pour y jouer en fait, parce que dès que tu commences à y jouer t'en as pour 4 heures, mais j'y joue pas tout au long de la semaine. Je sais ce que c'est. Voilà. Par contre je me suis remis sur un jeu, tu sais, sur ma déception de l'année dernière, donc je me suis remis sur Star Wars Outlaws, parce qu'on m'a dit qu'il y avait eu énormément de mises à jour. Et c'est vrai, il y a énormément de mises à jour, le gameplay est vraiment mieux, surtout sur la partie infiltration, la conduite en speeder, les combats et tout, pour le coup c'est vraiment mieux travaillé. Bon, le personnage est toujours nul, insipide et moche, mais ça n'empêche que je passe quand même malgré tout un bon moment. Donc je skip ce que je fais jamais, je skip les dialogues pour être tranquille, et puis voilà, j'avance et ça me permet de me balader sur les planètes de cet univers. Et toi, t'as fait quoi cette semaine ? Moi, ma semaine, gros événement entre guillemets, j'ai été à la Japan Expo, donc très très cool. J'ai vraiment kiffé, je me suis fait plaisir. Je suis allé sur le stand Nintendo, enfin au Nintendo Store déjà, où j'ai dépensé pas mal d'argent, et je suis allé, et après je suis allé sur les bornes. J'ai pu tester Donkey Kong Bonanza. Ouais. Donc pas assez de choses à dire pour en faire une preview, parce que c'était un test de 15 minutes, le test qu'il y avait sur tu sais, en avril, le reveal de la console où il y avait des bornes où on peut tester. Donc c'est plutôt une ancienne mouture de démo, donc voilà. C'était très cool, c'est très rigolo, enfin voilà, c'est très régressif et j'aime beaucoup. Il y avait aussi à la Japan exposition Goldorak, Junji Ito pour le maître de l'horreur japonais, et ouais, c'était très cool. Bon, énormément de gens. Ah, ça, c'est énormément de gens. Ah ouais, blindé de monde. Ça en devenait étouffant, mais vraiment très cool. Bonne ambiance et tout, beaucoup de choses à voir. Donc j'ai vraiment kiffé. Et sinon, toujours Bravely Default, qui sera mon test dans 2 semaines, que j'aime toujours autant. J'adore ce jeu. Et Death Stranding 2, que je suis en train de poncer allègrement. Donc si tu veux, en ce moment, je vis ma meilleure vie vidéoludique. Donc tout va bien. Ça, en effet, tu vois, j'hésitais à aller à Japan Expo aussi, et finalement je me suis dit non, je vais aller plutôt au Paris Games Week en fin d'année. Ça sera mon... J'irai faire peut-être 1 ou 2 jours là-bas, je sais pas encore, mais voilà, je voulais en choisir un des deux, parce que j'ai pas envie d'aller à Paris tout le temps, mais là en l'état je vais aller à la Paris Games Week à la place, donc on va peut-être se croiser, qui sait, des gens, n'hésitez pas à nous dire si vous y allez. Et du coup, le sommaire, les réseaux sociaux, Kira, nous t'écoutons. Alors avant de commencer le sommaire, donc bien sûr vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Insta. Vous pouvez également nous contacter via le site internet, donc le formulaire bien sûr, pour pouvoir passer dans l'émission derrière. Vous pouvez également mettre 5 étoiles aux applis de podcast, donc ça nous aide vraiment beaucoup, surtout pour le référencement, et n'hésitez pas à partager les épisodes avec un petit commentaire bien sûr si vous pouvez, c'est toujours cool de vous lire en tout cas. Donc c'est vraiment la meilleure chose pour faire vivre la taverne, la faire grossir. Niveau du sommaire, donc on a préparé quand même une belle émission, donc on va parler de Xbox qui a décidé de flinguer le jeu vidéo. Ensuite, on a décidé également de parler de Stalker 2, il y a une petite news sur Stalker 2, donc qui sera intégrée à la news Xbox, mais bon, ça fait partie du package. Le test de la semaine, ça sera Mario Kart World, que tu nous as concocté, et moi derrière, je vais parler donc de Jurassic World Renaissance, donc est-ce la renaissance de la saga ? On verra tout à l'heure. Est-ce que Mario Kart World est la renaissance de la saga aussi ? Bah, tu vois, on a mis des words sur nos... Ça, c'est très mondial. Eh ben écoute, here we go, on va y aller, chronique, c'est parti.
Et donc tu l'as dit, Kira, et nous avons fait ce choix la semaine précédente de plutôt traiter à froid la très grosse actu, que dis-je, le cataclysme quand même dans le monde du jeu vidéo et le surtout le séisme concernant le Ragnarok, concernant le Ragnarok de Xbox, tu veux dire? Ouais, voilà, le Ragnarok de Xbox. Alors c'est pas comme le Ragnarok de Sony avec God of War, non, ils ont une autre version du truc, mais par contre on n'est évidemment pas là pour comparer les constructeurs entre eux, on va se focus vraiment sur Xbox. Donc l'actualité, vous l'avez certainement eu, mais c'est une nouvelle vague de licenciements, donc un peu plus de 9000 personnes. Un tsunami de licenciements, tu peux dire, c'est une grosse vague. Ouais, c'est un déferlement de licenciements, donc 9000 personnes, ce qui fait quand même en tout 15 000 licenciements depuis 2025 et 30 000 depuis le Covid. Rappelons en même temps que Microsoft depuis le Covid a fait 200 milliards de bénéfices, hein, ça je le place, voilà, histoire de le dire. C'est pas rien. Mais on parle vraiment de Microsoft. Attention, ça concerne Xbox indirectement ou directement, on le verra, mais en tout cas les 9000 licenciements sont bien évidemment au global de l'entreprise Microsoft, qui reste malgré tout tentaculaire, d'accord, mais 9000 personnes, pour vous donner un ordre d'idée, le staff de Nintendo en entier c'est 7500 personnes, donc c'est comme si qu'ils avaient viré tout Nintendo du jour au lendemain presque. C'est la moitié d'Ubisoft, c'est 20 fois From Software, c'est 4 fois le staff d'Epic Games, donc ça représente quand même une très grosse masse. C'est vrai, rapporté au total de Microsoft, c'est 4-5% je crois, mais malgré tout, c'est 9000 personnes, c'est 30 000 depuis le Covid, ce sont des gens, quoi. Ceci étant dit, on va se concentrer sur les répercussions qu'ont ces licenciements sur Xbox, parce que voilà, c'est ça qui va vraiment nous intéresser. Donc le premier des points, on peut parler, Kira, pour moi c'est le plus gros truc, c'est le studio The Initiative, tu sais, qui était sur le projet Perfect Dark. Voilà, tout à fait. Rappelons que le studio The Initiative, il a été créé en 2018, il est à Santa Monica, en Californie, et c'était le studio ambition triple A, quadruple A d'Xbox. En fait, ce studio avait vocation de créer des jeux solo narratifs du niveau des jeux solo narratifs de Sony. C'était vraiment ça le positionnement de ce studio pour rentrer en frontal avec, je pense, Kira, tu vas me dire, un des plus gros points forts de Sony, c'est cette image de gros jeux solo narratifs. Et The Initiative, ouais, exactement. Et The Initiative, c'était cette ambition. Et ambition, du coup, tuée dans l'œuf, parce que c'est assez fou, et je vous laisse imaginer le budget pharaonique que ce studio a dû dégager, parce que ils ont débauché plein de gens venant de plein de studios. Des vétérans et tout. Des vétérans, exactement, de BioWare, Naughty Dog, Respawn, Santa Monica, justement, Blizzard, Insomnia Games. En fait, ils avaient pris plein de pointures et ils les ont mis tous dans le même sac, si je veux dire. Ça a créé The Initiative, mais forcément, j'imagine qu'avec des gens comme ça, en termes d'ego, en termes de management, ça devait être très difficile, au point que le studio, depuis 2018, a sorti 0 jeu. Donc, on peut comprendre qu'il ferme aujourd'hui le studio, mais ça met fin déjà à une très grosse hype qu'il y avait autour de la licence Perfect Dark, qui était très attendue, mais aussi... que j'attendais de ouf, ouais. Mais aussi, ça met fin à cette ambition qu'avait Xbox et cet investissement, je te dis, sur 8 ans de développement, création studio, les emplois, etc. Mais combien a dû coûter The Initiative à Xbox? Ça doit être astronomique. Ouais, c'est de la perte sèche. Donc voilà, toi j'imagine de ton côté dur pour Perfect Dark, parce que c'est vrai que t'étais bien chaud. Je me rappelle qu'on avait débriefé, tu sais, la Xbox Showcase de 2024, on l'avait vu, c'était cool. C'était une de mes plus grosses attentes, déjà parce que je suis pas un fan de la licence Perfect Dark, mais j'avais beaucoup aimé à l'époque, et c'est vrai que les jeux ont quand même vraiment vieilli, donc un reboot de Perfect Dark, ça aurait été vraiment une super chose, quoi. Ce que j'avais vu m'avait beaucoup plu en termes de design, en termes de features, en termes de mécanique, et oui, c'est un gros gâchis, c'est clair.
Moi, j'avais beaucoup aimé un Perfect Dark sur Game Boy. Alors, je sais plus si c'était Game Boy Advance ou DS, je sais plus trop. J'étais en train de regarder sur le net en même temps. J'ai plus le truc en tête. Mais en tout cas, j'étais curieux de voir revenir cette saga. Et ce qui me faisait plaisir avec Perfect Dark, c'est que finalement, c'était une proposition qui a pas vraiment sur le marché, tu vois. On était sur du cyberpunk, un peu infiltration, un peu dynamique et tout, avec une héroïne et tout. Ouais, ça ressemblait à du Deus Ex en plus dynamique. Ouais. Deus Ex, exactement, ouais, complètement du Deus Ex en plus dynamique, avec une héroïne assez cool et tout. Donc voilà, énorme camouflet évidemment pour Xbox, qui avait en plus présenté le jeu en Xbox Showcase, comme j'ai dit. C'est clair. Ils ont pas manqué de superlatifs pour le jeu et voilà, patatras, gros échec. Donc en tout cas, pour relativiser, on va pas relativiser évidemment les licenciements, mais relativisons le fait que ils étaient en situation, je pense, dans une impasse avec un studio qui devait coûter excessivement cher et qui depuis 2018 n'a rien produit. C'est quand même assez fou. Microsoft ou pas, c'est vrai que le studio c'est un plantage total. Donc voilà. Après ils auraient peut-être pu éventuellement réduire le studio et continuer sur une équipe un petit peu plus réduite. Tu regardes également, il y avait Crystal Dynamics qui était en backup de ce studio justement pour la partie solo narratif. C'est vrai que Crystal Dynamics a fait les derniers Tomb Raider, ils ont fait quand même pas mal de gros succès et au final pour moi c'est quand même un non-sens parce que Microsoft a 1 milliard de licences qu'ils ont récupérées au gré des rachats. Et la preuve, encore une fois, ils les utilisent pas en fait. Et ils ne les utiliseront pas avec ce studio en plus. Tu as parlé de Crystal Dynamics. J'imagine que ça a des répercussions sur eux. On en parlait un petit peu tous les deux parce qu'ils sont en train de bosser pour Eidos sur la licence Tomb Raider. Sauf que ce studio-là, qui était The Initiative, qui travaille avec Crystal Dynamics, apportait très certainement des ressources. Tout ça est arrêté. Donc ça crée aussi du remous très certainement sur Crystal Dynamics. Donc ça, c'est inquiétant. Ouais. Ça impacte les autres, ouais. Autre gros fleuron de la marque, enfin moi c'est un studio, je pense que tu l'aimes beaucoup ce studio, on en a pas trop parlé mais je te sais fan de Banjo et Kazooie, donc le Rare. Studio Rare, voilà, donc qui est derrière Banjo et Kazooie, qui était sur le projet Everwild, donc qui est un projet très ambitieux, très important pour ce studio Rare. Qui avait l'air très cool aussi. Si on en croit Phil Spencer qui en février 2025 disait que le jeu était formidable, qu'il voulait même plus laisser lâcher la manette tellement que c'était bien, et arrivé en juillet 2025, il ferme le studio. Ils annulent Everwild. Le directeur de Rare qui fait ça depuis 36 ans, Greg Maylis, il est parti. Franchement, ça fait mal au cœur parce que moi, Rare, je suis pas forcément attaché, mais par contre, pour l'époque Nintendo 64, c'est quand même un studio un peu emblématique, un peu phare, un peu où il y a un gros affect. Donc là, encore une fois, je m'adresse plus à toi, mais voilà, c'est quand même, c'est triste, quoi. Surtout qu'en plus, Rare en ce moment est sur Sea of Thieves depuis longtemps, qui est une des IP qui marche le mieux chez Microsoft. Il est maintenant en plus sur PlayStation. Les ventes ont l'air de très très bien, en tout cas c'est ce que dit Microsoft, à savoir si c'est vrai, mais les ventes ont l'air de très bien marcher. Il y a énormément d'achats in-game, de choses comme ça, donc je trouve que c'est aussi dur pour Rare, du coup, qui risque d'être cantonné à Sea of Thieves encore quelques années, quoi. Oui, parce que tu fais bien de le dire, je sais pas si j'ai dit une bêtise, le studio ne ferme pas, j'ai peur d'avoir dit ça. Alors non, le studio ne ferme pas, voilà. C'est juste que le directeur s'est barré et qu'ils ont annulé leur projet. Il y a une partie du staff en effet qui a été licenciée, ils ont annulé le projet Everwild, mais le studio reste. Et par contre, je crois qu'ils ont parlé de Banjo et Kazooie qu'ils veulent quand même faire revivre, mais sans Rare. C'est bizarre quand même. Après, oui, c'est bizarre, mais c'est vrai qu'entre le Rare du début et le Rare de maintenant, c'est vrai, pas surtout mal de sans directeur. Sont partis. Là maintenant on voit que le directeur, qui est quand même le dernier pilier de ce studio, est parti. Donc au final, est-ce que le Rare maintenant, le studio, c'est plus qu'un nom en fait, hein. C'est plus vraiment le Rare que j'ai connu et qu'on a connu. Donc que ça parte sur un autre studio, pourquoi pas. Moi je me dis, un Banjo et Kazooie, oui c'est clair, ça cartonnerait. Après pourquoi faire des jeux AAA, quadruple A qui coûtent cher? Ils font un jeu à la Astrobot en AA, ça plairait à tout le monde, ça sortirait plus rapidement et ça donnerait un petit peu de bonbons aux joueurs Xbox. Ouais, je suis tout à fait de ton avis et je me dis donc le studio est en sursis, je pense, parce que le directeur est parti, ils sont sur le jeu Sea of Thieves, et qu'adviendra-t-il
quand ils arrêteront ce jeu-là? Est-ce qu'ils donneront à ce studio les moyens de faire un nouveau jeu, sachant qu'ils ont viré une partie du staff? Ou alors, tant que Sea of Thieves fonctionne, déjà, pour l'instant, ils ont dans la maintenance, ouais. Je pense c'est les 50% de personnes qui sont parties, c'est vraiment tout le projet Everwild, qui était un gros projet, qui était depuis 2020, je crois, de mémoire. Peut-être un petit peu avant. Donc je pense que c'est toute cette partie du studio là qui ne servait plus en fait, et ils s'en sont séparés. Mais pour toute la partie Sea of Thieves, il y a encore des mises à jour qui sont prévues, et encore une fois, le jeu est encore dans le top des ventes Xbox, donc de là, je pense pas qu'ils fermeront maintenant en tout cas. Bien qu'avec Microsoft, on se rappelle tous de Tango. Ouais, Tango qui était salué par tout le monde, y compris par Phil. Et 4 mois après. Donc autre fleuron, Forza Motorsport, donc avec le studio Turn 10, donc qui eux voient leur staff réduit de plus de 50% pour se concentrer sur Forza Horizon. Donc le staff a été certainement décalé sur l'autre licence. Pareil, je trouve que c'est une part de ce que savait faire Xbox en termes de concurrent direct à Sony, parce que qu'on soit fan de Gran Turismo ou de Forza, force est de constater que c'est deux jeux très qualitatifs, deux jeux qui se tiennent la dragée haute, et du coup c'est la fin aussi de Forza Motorsport qu'on ne verra plus au profit de Forza Horizon. Donc là aussi je trouve que c'est une part de l'identité de la marque qui s'en va. Heureusement, il y a le succès de Forza Horizon, mais voilà, une cartouche de plus qui disparaît, et 50% du staff qui a très bien officié parce que c'était un bon jeu. Donc voilà, RIP aux équipes. Après, c'est vrai que Gran Turismo, ça va être très dur de l'égaler maintenant, et au départ, quand Forza est sorti, c'était le Gran Turismo Killer. A raison, ils ont sorti pour moi des grands jeux Forza qui étaient supérieurs à certains Gran Turismo. Mais c'est vrai que le dernier Forza, déjà est sorti cassé, c'est un peu la maladie de cette génération. On se rappelle tous de Halo, qui est sorti cassé. Pas mal de jeux Microsoft, et aussi, beaucoup même. Et c'est vrai que le jeu n'a pas vraiment marché, il a beaucoup souffert de la comparaison avec Gran Turismo, à juste titre, il mangeait sur ses plates-bandes. Mais à côté, c'est vrai que pour la partie course arcade en open world, avec un côté multijoueur, c'est vrai que Forza Horizon, ça cartonne, ça plaît énormément, c'est pas prise de tête. Encore une fois, c'est logique, même si c'est vrai que c'est une grande licence qui disparaît. Et les salariés qui vont avec. Et ça c'est pas cool. Et eux, ils le méritent pas. En plus, ils le méritaient pas vraiment. Donc là, je vais faire en cascade, malheureusement, parce qu'il y en a beaucoup. Là, j'ai parlé de 3 gros fleurons quand même de la marque qui disparaissent. Les 3 plus marquants. Mais il y a chez King aussi, donc de Candy Crush, 10% du staff, 200 personnes de licenciés, donc ça valait bien la peine de les racheter. Zenimax Online, donc qui perdent leur projet de MMO et qui perdent des salariés. Compulsion Game, donc navré pour toi, qui ira avec Souls of Midnight, qui voit des salariés licenciés. Call of Duty et 3 studios de Call of Duty, dont Raven Software. Donc pareil, ça licencie chez Call of quand même, enfin ça licencie là-bas. Je pense que pour la partie Call of, c'est aussi par rapport à leur nouveau modèle économique. C'est vrai que depuis que Warzone est sorti, les Call of Duty se vendent malgré tout moins que à la grande époque. Et c'est vrai qu'à une époque, avant que ça devienne autant tentaculaire, ils tournaient sur 2 studios, ils en sortaient une année sur 2. Là, a priori, ils étaient censés prendre un petit peu plus d'écart entre les sorties de jeux. C'est vrai qu'on n'a pas eu de Call of Duty pendant 2 ans, je crois. Donc c'est peut-être aussi une manière pour eux de peut-être d'espacer les sorties. Je sais pas, mais en tout cas, c'est toujours taillé dans le gras du personnel, quoi. Enfin, complètement, c'est toujours les mêmes qui morflent. Et puis encore une fois, un Call of Duty, s'il y a bien une licence qui cartonne et qui rapporte à mort. De toute façon, c'est simple, les licenciements de Microsoft, c'est pour assurer la marge, en fait. Enfin, pas la marge, mais la rentabilité. La rentabilité, c'est pour assurer la rentabilité, tout simplement. C'est vraiment une question d'actionnaire pur et dur. Oui, tout à fait. Et une autre petite raison que je donnerai après, mais tu as tout à fait raison, il y a aussi Undead Labs, donc Stay of Decay, qui voit leur nombre de salariés licenciés, l'équipe QA de Blizzard, donc aussi chez Blizzard, les équipes marketing de Bethesda, on le sait, il y en avait déjà eu, et ça continue. Oui, Bethesda, déjà, on voit que Starfield a mis beaucoup de temps à sortir. Là, d'ici à ce qu'on ait un nouveau Elder Scrolls ou même un nouveau Fallout, il va se passer du temps. Et Bethesda, une grosse entreprise avec pas mal de petits satellites à droite à gauche, et c'était logique qu'ils prennent comme tous les autres. Zenimax, donc qui prend cher aussi avec ses bureaux européens. Et moi je voulais parler de Romero Games,
donc alias Romero, sa femme Brenda, et le Romero qu'on connaît de Doom, de l'époque d'ID Software, donc qui avait des projets en cours de financement chez Xbox, donc avec leur studio. Il a créé son studio avec sa femme, donc de 100 personnes, et il a vu son financement stopper, ses projets, le financement, l'édition de stopper de la part d'Xbox, sachant que la veille des annonces Xbox étaient chez eux dans leurs locaux, ils ne leur ont rien dit. Donc c'est franchement, j'ai déjà vécu au travail des choses comme ça où on te j'ai dit pas les mots, c'est trop bien et tout, et puis le lendemain ça ferme un projet. Mais ouais, c'est quand c'est comme ça a toujours été sale. Surtout que si de mémoire ils sont sur un projet justement. Oui, ils étaient sur un projet donc financé par Xbox, et les crédits sont coupés. Donc ils ont fait un message très touchant sur Twitter qui m'a beaucoup touché. C'était Brenda Romero qui l'a fait. Ils ont très peur pour leurs équipes, ils ont très peur pour leur studio. Ils font des appels à l'aide quoi, avec d'autres financements. Ils ont eu a priori des contacts. Donc espérons pour eux que ça aille bien. Mais en tout cas, parce que moi j'avais lu que le studio avait fermé il y a 3-4 jours. J'ai vu une news passer. Non, il a pas fermé. Ils cherchent du coup des repreneurs pour leur justement, projet. Comme il y avait plus de financement, mais c'est cool parce que du coup je me suis dit merde. Donc les raisons, tu l'as dit, dégager davantage de rentabilité parce qu'ils ont un plan d'investissement de 80 milliards sur l'IA à faire sur l'intelligence artificielle. On y vient. Annoncé coup sur coup, donc les deux sont tout à fait liés. Donc Xbox se débarrasse très clairement. Attention. Tu veux dire qu'il y a déjà commencé à remplacer des emplois ? Ouais, pour un investissement massif. Mais tu vois, sur 80 milliards, je me dis franchement, s'il y a bien une entreprise qui aurait pu consacrer 1 milliard sur ces 80 à la conservation de ces emplois ou à la formation de ces emplois, les faire changer de branche, trouver des solutions. Et ça révèle aussi une des très grandes difficultés que l'on connaît au staff actuel, au top management actuel d'Xbox, qui ne sait pas manager leur studio. Ils avaient fait ce constat d'échec et cet aveu d'échec quand ils avaient fait une première restructuration, je crois que c'était l'année dernière, on l'avait couvert, où de leur aveu, ils avaient licencié, ils avaient restructuré aussi pour pallier à leur défaut de top management. Et en fait, racheter des studios, c'est très bien, mais quand on n'est pas dimensionné pour les manager, quand on n'est pas dimensionné pour les accompagner, ou ne serait-ce compétent, ça crée ce genre de fiasco. Donc, ils n'ont pas réussi à monter leur studio Phares Initiative. Ils ont des difficultés avec les studios qu'ils ont rachetés. Donc, la situation est quand même, je trouve, triste, assez dramatique. Et je pense que nos trois, Lascar, Phil, Sarabande et Matt, je sais même plus son nom tellement qu'il m'énerve ce gars-là, franchement à un moment je sais pas, faut qu'il fasse autre chose quoi, je crois. Le fameux Matt, il avait dit d'ailleurs que pour les personnes qui étaient tristes et affligées des licenciements, qu'ils contactent ChatGPT ou Copilot pour réduire la charge émotionnelle de la perte de leur emploi. Donc le post a été supprimé juste après sur LinkedIn parce que évidemment c'était un tollé. Mais voilà, ça montre beaucoup de condescendance, beaucoup d'une gestion rude, en tout cas des équipes, et pour ceux qui restent, voilà, ça fait un petit peu peur forcément. Bah ouais, moi je t'avoue, je suis quand même vénère contre Phil Spencer, Sarabande et tout, parce que c'est pas le tout d'avoir des trucs hyper corporate, hyper ouais, on prend soin de nos studios, on prend soin de nos joueurs, on prend soin de nos projets. C'est trop bien, on adore jouer au jeu. Après, je me demande si c'est pas aussi, tu sais, des hommes de paille, comme on dit, si les directions viennent pas peut-être de plus haut. Après, c'est possible, mais en l'état, je trouve que c'est quand même un gros manque de respect, que ce soit par la communauté des joueurs ou même tous ces studios. Ça a été fait de manière très très sale, et moi je garde ma Xbox parce que j'ai plein de jeux dessus, et voilà. En l'état, par contre, maintenant, dès qu'un jeu sort sur Xbox ou PlayStation 5, je l'achèterai sur PS5, même si je suis pas toujours d'accord non plus avec la politique de Sony. Mais là, c'est pour moi, voilà, j'ai plus envie de faire confiance à cette marque, parce que pourtant j'y étais très attaché et ils m'ont énormément déçu en fait. Donc c'est vraiment le genre de news que j'aime pas commenter, parce qu'il y a toujours le côté un peu affect, et c'est pour ça qu'on l'a fait aussi à froid, sinon j'aurais été un peu plus véhément, je pense. Mais en l'état, voilà, je suis excessivement déçu et peiné. Ouais, ça fait de la peine en effet, parce que voilà, avec l'argent qu'ils ont, mais de toute façon, je pense que le message est clair. Microsoft a repris la main. En effet, Phil, je pense Exactement. que depuis le rachat d'Activision, je pense que ça a coûté tellement cher que Microsoft a commencé à mettre son nez dans les comptes, et c'est là que ça a commencé à partir en
steak. Satya Nadella a sonné le glas de l'autorité de Phil Spencer, il a sonné la fin de la récré, et donc oui, l'entreprise sera gérée comme un GAFA doit être géré, donc peut-être la fin d'une anomalie chez Microsoft. Qu'est-ce que deviendra Xbox? Je ne sais pas, mais en tout cas, je crois que Stalker 2 sort sur PS5, non? Voilà, je voulais une petite news un peu sympathique quand même, histoire de pour contrebalancer, donc c'est pour ça qu'on l'inclut à cette news-là, mais oui, Stalker 2 donc débarque sur PlayStation 5, donc c'est officiel, il arrive en fin d'année, donc fin 2025, un an après la sortie initiale du jeu sur PC Xbox Series, et cette version PS5 bénéficiera déjà d'une optimisation pour la PS5 Pro, cool. Et en plus exploitera pleinement les fonctionnalités haptiques de la DualSense, donc ça c'est plutôt cool. Ouais. Le parcours de Stalker 2 est quand même digne d'un roman post-apo, donc le jeu initialement a été annoncé en 2010, le projet a été annulé en 2011 suite à des difficultés financières, il a été relancé en 2018 par Microsoft et frappé de plein fouet par l'invasion en Ukraine, donc en 2022. Le studio qui est basé à Kiev a dû évacuer en urgence certains développeurs et d'autres ont même rejoint le front, donc je sais pas si tu vois un peu le délire. Et malgré les bombardements, les cyberattaques russes, parce qu'ils ont aussi eu des cyberattaques, l'équipe poursuit le développement en partie à Prague et en Ukraine. Le jeu, pourquoi j'en parle? Parce qu'il est sorti cassé, vraiment cassé, mais le studio tient bon et on fait preuve quand même d'un suivi optimal. Il y a eu pas mal de mises à jour et le jeu a subi une belle métamorphose, donc il y a eu 5 mises à jour majeures, l'amélioration du système A-Life, tu sais, qui permet aux PNJ de vivre leur vie en fait, même quand tu ne les vois pas. Par exemple, ils peuvent se balader d'une ville à une autre ou des choses comme ça, donc ça c'était flingué, donc là c'est parfaitement fonctionnel. Il y a de nouvelles armes qui ont été ajoutées, il y a également un système d'usure des armes qui est quand même moins punitif, c'était quelque chose qui était beaucoup reproché à l'époque. Ils ont introduit de nouvelles anomalies, ils ont refait intégralement l'intelligence artificielle, donc avec un comportement qui est plus réaliste en combat et équilibré, et en tout ils ont corrigé plus de 1200 bugs, donc c'est un développement chaotique, certes, mais à côté, ils ont quand même pas mal redressé la barre, d'autres patchs arrivent, donc d'ici décembre, si vous voulez faire un bon jeu, c'est un jeu qui est clivant certes, mais je vous le recommande, Stalker 2 mérite quand même de s'y attarder, parce que je trouve que c'est une belle histoire dans l'univers du jeu vidéo, ils en ont chié jusqu'au bout, mais ils ont quand même sorti leur jeu en fait, et là le jeu est parfaitement stable et jouable. Et écoute, ça nous fera peut-être, tu pourras faire même la petite chronique peut-être en fin d'année, mais ouais, c'est... j'avais prévu de la faire l'année dernière, mais le jeu était tellement cassé, c'est vrai que j'ai pas fait la chronique, et là maintenant avec tous les patchs, je l'ai relancé, c'était quand il y a un petit peu plus de 2-3 semaines, un mois, et j'avais prévu de le faire pendant un creux cet été. Écoute, c'est carrément cool. En plus, la news s'inscrit bien dans le reste, puisque ça fait partie un peu de la nouvelle stratégie Xbox. Je pense qu'il faut s'attendre à voir ça maintenant sur tous les jeux qui ont été exclusifs ou qui le seront. Surtout qu'en plus, les derniers chiffres sont tombés, les ventes de Xbox Series continuent à chuter, moins 30% aux States. Ça va pas aider avec tout ce qui se passe. Ouais, donc non, l'heure est à sauver les jeux, en tout cas, parce qu'eux, ils n'ont rien demandé. Tu vois, un Stalker 2, c'est cool. Voilà, c'est cool si le jeu arrive sur PS, c'est cool si d'autres joueurs vont en profiter. Les développeurs l'ont bien mérité, je crois. Donc ouais, ça finit sur une petite touche positive, ça fait plaisir. Tout à fait. Enchaînons sur Mario Kart World. Le jeu du line-up, le jeu de la sortie de la Nintendo Switch 2. Moi, j'aime beaucoup Mario Kart tout court, pardon. Je suis très attaché à cette licence pour le fun qu'elle procure. C'est pas une licence que j'ai l'habitude de poncer, mais c'est un jeu que je sors avec plaisir de temps en temps. Donc c'est sur Nintendo Switch 2 exclusivement, et on verra un petit peu les coulisses du développement. Et c'est un jeu, je trouve, qui ose la modernité. C'est pas mal chez Nintendo et qui a un gros potentiel à explorer. Qui va se bonifier avec le temps peut-être. Et c'est peut-être ce que je vais dire dans ma chronique. Donc musique, et on en parle juste après. Donc nous sommes en 2017. Mario Kart 8 Deluxe est un énorme carton, un triomphe sur Switch. On peut le dire, sans problème. Et Nintendo s'interroge déjà sur comment renouveler la formule. Une formule qu'il juge
parfaite d'ailleurs. Kosuke Yabuki le dit, donc il est plein d'amour pour sa licence, et tant mieux, c'est le producteur du jeu, il va pas nous dire que c'est nul, et en même temps c'est clair qu'il va pas nous dire que c'est une daube. C'est un jeu qui est extrêmement apprécié, encore beaucoup joué, même en compétitif, parce que c'est considéré comme un gameplay parfait presque. Donc la série, pour passer derrière ça, c'est difficile, surtout à la croisée de 2 générations de consoles. Donc il faut, ça c'est mon avis, et certainement les développeurs se sont posé cette question-là, mais il faut qu'il y ait certains éléments qui justifient le changement. Et j'ai dit changement, donc il faut que la licence évolue. Et c'est en ça que Mario Kart World et Kosuke Yabuki toujours rêvaient d'un Mario Kart avec plus de liberté, où les courses se mêlent à l'exploration, et on est un petit peu là-dedans. Donc il y a aussi le directeur artistique Masaki Ishikawa, donc qui lui voulait un univers vivant, où même les vaches subsistent, tu sais, le joueur vache là, le personnage vache qu'on peut sélectionner qui est un petit peu buzzé, donc c'est assez drôle. Et Kento Sato, qui lui, le directeur technique, voulait faire surpasser un petit peu les limites de la console et du nouveau hardware. Donc c'est pour ça que ça s'est imposé comme une suite à Mario Kart 8 qui doit arriver sur la Switch 2 pour justement utiliser pour mettre à profit toutes ces ambitions, sachant que le studio a été épaulé par Monolith Soft, donc tu sais, le studio des Xenoblade. One Up Studio, Namco Bandai, donc il y a eu quand même beaucoup d'investissements, 8 ans de développement, beaucoup de monde dessus, et donc l'idée qui a germé de tout ça, c'est un Mario Kart 8, oui, Deluxe, oui, dans lequel on va multiplier les circuits, on va les interconnecter, on va créer un monde cohérent. Donc en passant sur la world map d'un circuit à l'autre, on va voir les transitions, comment on arrive d'un biome à l'autre. Faire aussi tourner 24 cartes en même temps simultanément, ce qui n'était pas possible. Ça c'est cool. C'est le bordel, mais c'est cool. C'est le gros boxon, mais c'est cool. D'ailleurs, les 24 joueurs, ça a quand même été un défi, parce qu'il fallait rééquilibrer un peu les items. T'as une carapace rouge qui te fait quand même un peu moins mal, tu vois, tu repars plus vite. Enfin, il y a un petit peu de notion d'équilibrage qui est plutôt bien faite, je trouve, qui peut être encore peaufiné. Mais en tout cas, ça a été en effet un sacré challenge. Et donc, Mario Kart World, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Moi, il y a quelque chose qui m'a tout de suite marqué, Kira, c'est l'abandon de la numérotation. Et on sait que quand un jeu, une licence abandonne la numérotation, il y a une raison. Je pense à Yakuza, tu sais, Like a Dragon. Oui, tout à fait. Qui est un exemple concret d'abandon de la numérotation. Et à mon sens, c'est pour 2 raisons. Soit ne pas faire peur à un public et créer un jeu porte d'entrée un petit peu à la saga, et là je pense qu'on peut parler de Yakuza Like a Dragon, ou c'est pour marquer la différence. Et là on est avec Mario Kart World plutôt dans ce 2e exemple. Parce que ça aurait été de plus en plus dans le cinéma aussi. Ouais, ça se fait de plus en plus, même dans le jeu vidéo, on a plein d'exemples. Monster Hunter, enfin, tu vois, il y a plein de jeux comme ça. Le dernier, Monster Hunter, j'entends. Il y avait aussi Dynasty Warriors qui avait fait ça. Enfin, il y a pas mal de jeux qui optent pour ça. Mortal Kombat aussi. Mais là, qui est plutôt des jeux porte d'entrée pour faire rentrer les gens dans la saga. Un Mario Kart 9 saurait gêner personne, les gens y seraient allés quand même. Mais là, c'est davantage pour marquer la différence, et je trouve que c'est un petit point d'analyse qui est intéressant, et ça montre vraiment la volonté de Nintendo de s'extirper de ce numéro 8 qui est très apprécié, mais presque pour admettre que les deux finalement peuvent peut-être cohabiter, tu vois. Et ça, je trouve ça intéressant. Oui, je suis d'accord, et puis c'est vrai qu'aussi Mario Kart 8 a quand même fait son temps, il est resté longtemps, parce qu'il était déjà sur Wii U avant, et c'est vrai qu'ils avaient besoin quand même de marquer un grand coup, et déjà rien que de le voir sur la jaquette, c'est déjà beaucoup plus parlant, on va dire. Et puis t'as le côté World, le monde ouvert et tout. J'allais venir au monde ouvert, j'adore. Mais plus, là d'abord, axé sur l'univers et la direction artistique. Donc Mario Kart World, c'est pour moi la version parc d'attractions de Mario Kart, parce que déjà 50 personnages jouables, donc le menu, par contre il y a vraiment des soucis de menu chez Nintendo sur ce Mario Kart. Il est pas parfait, le jeu, attention, je serai pas dithyrambique tout le temps, je trouve que c'est un jeu... On va dire que c'est le meilleur Mario Kart ever après une journée de jeu. non, je dirais pas ça, je dirais que c'est un très bon Mario Kart. Par contre il y a vraiment des détracteurs, et là quand même je trouve ça un peu dur, mais pour moi c'est un des meilleurs Mario Kart, je peux te dire. Ouais, c'est un super Mario Kart, il y a plein de bonnes idées.
L'univers, on est en plein de c'est l'univers féerique coloré qu'on connaît des anciens opus, mais très joli, avec plein d'effets de particules, plein d'explosions magnifiques, les vagues, les circuits sont splendides. La direction artistique, c'est les anciens jeux en mieux en fait. Donc c'est vraiment, on y a gagné. 50 personnages jouables comme je le disais, dont 24 costumes alternatifs, mais ils sont en plus très cool. On a dans les circuits en plus de vie. Donc ça c'est la console qui le permet aussi. On a des obstacles un peu vivants, il y a de la circulation parfois, il y a des vaches en plus des 24 personnes sur le circuit. Bref, cet univers je trouve pour un Mario Kart qui n'a jamais été aussi tangible, aussi consistant, aussi réel, et ça je pense que ça contribue vraiment à l'affect que j'ai pour le jeu aussi, tu vois, où je trouve vraiment je suis dans l'univers de Nintendo avec ce Mario Kart, et vraiment j'espère qu'ils vont l'étendre à d'autres personnages de l'univers Nintendo. Tu vois, j'aimerais bien voir du Zelda dedans. Ça c'est mon vœu pieux, parce que je trouve qu'on est vraiment dans un parc d'attractions de Nintendo. Oui, c'est clair, ça serait même cool, comme tu disais, d'avoir des personnages de Zelda, d'autres licences, faire des apparitions, que ça ne soit pas que l'univers Mario, une petite Samus avec un petit vaisseau spatial karting et tout, ça serait quand même cool. Et je pense qu'ils y pensent, hein, clairement le jeu s'y prête. En tout cas, le jeu s'y prête, et surtout dans l'univers tel qu'il est proposé avec son monde ouvert, on peut imaginer une nouvelle région, une nouvelle île, un nouveau continent, enfin tu peux imaginer. T'as bien eu Snake dans Smash Bros. Je pense qu'ils peuvent même faire des partenariats ou des events. Ils peuvent faire l'effort. En tout cas, moi, ça, j'y crois. C'est ce que je veux. Parce que vraiment, cet univers, je l'ai jamais trouvé aussi consistant dans un Mario Kart que dans celui-ci. Avant, dans les Mario Kart, j'y jouais pour m'amuser, le fun, les courses, fin de l'histoire. Là, j'y joue aussi pour l'emprunt, pour vraiment le fait de parcourir cet univers. Moi, par contre, tu vois, c'est la partie monde ouvert, c'est ce qui me plaît le moins, justement. Pas mal vide. On peut faire quelque chose avec son kart, aller chercher des bonus, des items, des petites choses comme ça, mais au final c'est vraiment pas du tout ce que je recherche dans cette version Forzaisée de Mario Kart. Même si c'est mignon, voilà, c'est pas ma carte. Tu as parfaitement brodé pendant que j'étais en train de m'étouffer, mon cher Kira, merci, avec mon petit verre d'eau. Et en plus, j'opinais de la tête quand tu parlais, parce qu'en effet, pour analyser davantage ce jeu, parce que Mario Kart, je vais pas vous décrire ce qu'est Mario Kart. Vous savez ce qu'est Mario Kart, c'est l'avantage, c'est pour ça que la chronique sera moins longue. Il y a pas de scénario, enfin voilà, vous connaissez Mario Kart. Par contre, ce qu'il y a à dire qui est intéressant, vraiment pour analyser ce que je propose, parce qu'il est d'une grande générosité, mais en effet, il se trompe parfois. Donc tu as parlé du monde ouvert, je peux en parler tout de suite en effet. Le monde ouvert, le mode balade est raté dans son ambition, réussi à peine dans ce qu'il propose, je trouve, parce que en effet, le jeu est vide, mais c'est pas tant vide de ce qu'il se passe. Il y a des petits interrupteurs, on peut faire des petites missions sympathiques, ça j'aime bien. C'est un plaisir, encore une fois, je le dis, de parcourir les biomes, de parcourir cette carte. Elle est super belle. C'est chouette de voir comment les circuits s'interconnectent entre eux. Donc ça, c'est très bien fait. Par contre, en effet, le jeu n'est jamais récompensant. Il y a jamais vraiment de choses à faire dedans. Les costumes. C'est là que t'aurais aimé avoir des trophées, je suis sûr. Ouais, vraiment, j'aurais aimé. C'est clair. Vraiment, je te dis, un sentiment de récompense. Je parcours ce monde ouvert pour le parcourir parce que c'est chouette, mais je n'y retire pas de satisfaction tangible, si tu veux, parce que les costumes, on peut les avoir aussi dans les courses et pas seulement dans le monde ouvert. Il y a rien de récompensant, en fait. Et là, je pense qu'ils se sont trompés dans ce mode balade. Ils sont passés à côté du truc. Surtout qu'il est pas si visible que ça. Le monde ouvert, il est à peine assumé. C'est un menu tout en bas. Il faut aller le chercher. C'est pas quand tu lances le jeu, t'es dans ton monde ouvert et tu peux lancer une course en partant de là. Non, t'arrives dans le menu des courses. Et donc voilà, je trouve qu'ils ont réduit leurs ambitions. Je ne sais pas pourquoi. Je peux pas l'analyser. Je suis pas chez eux. Mais en tout cas, je trouve qu'ils sont passés à côté de l'exercice, à côté de l'ambition et à côté des promesses sur ce monde ouvert. C'est ma déception du jeu. On est sur un monde ouvert de cartes, c'est pas tout à fait pareil, mais quand tu compares à un monde ouvert Zelda Breath of the Wild, tu as vraiment cette possibilité d'aller partout où tu peux t'accrocher, où en fait, rien que le fait de voir le décor au loin ou de voir une montagne au loin, en fait, ça te donne envie d'explorer comme un aventurier, un explorateur, et j'ai pas ressenti cette chose-là sur ce Mario Kart, justement. Ouais, après moi, ça va. Cette partie-là, exploration, ça a été, mais moi, je te dis vraiment, ce qui me manque, c'est la partie récompensante. En effet, dans Zelda, tout appelle à l'œil. Tu fonctionnes à la récompense ? Mais vraiment, moi dans le jeu vidéo, je fonctionne au trophée, je fonctionne à la récompense, je fonctionne aux petites
pic de dopamine que tu as à chaque fois. Moi, c'est vrai que je fonctionne à l'expérience pour le coup. Mais Zelda, c'est bien parce que, tu vois, tu as quelque chose qui attire ton œil, tu y vas, tu as quelque chose. Un coffre, un petit camp de gobelins, une arme, un truc, enfin, tu as quelque chose. Là, non. Donc, je pense vraiment que c'est sur cette partie-là qu'ils se sont fourvoyés. Mais pour le reste, parce que le jeu embarque tout un tas de nouveautés très ambitieuses. Donc là, je peux parler du mode survie, qui est un mode absolument génial, où on commence à 24 et à chaque portique, les 4 derniers sautent. Et pour être, c'est une sorte de petit mode survie. Je sais plus comment on appelle ça, les jeux. Ouais, l'effet un peu comment dire F0 99. Oui, F0 99, tout à fait. Un peu des battle royale, quoi, c'est ça le terme que je cherchais. C'est très cool, ça fonctionne super bien avec Mario Kart, ça fonctionne très bien parce qu'on est 24, ça fonctionne très bien justement parce que les circuits sont interconnectés et Pour moi, c'est vraiment la meilleure feature du jeu. Vraiment, j'aime beaucoup. Beaucoup ont pesté aussi sur le level design des circuits, moi je les adore, j'ai pas de grief contre eux, il y a beaucoup de lignes droites, c'est assez large parce qu'on est 24, mais à côté de ça, ils ont rajouté les wall jump, on peut grinder, on peut faire des petits sauts sur soi, on peut faire des figures, on peut cumuler tout ça, donc grinder, faire un saut, aller sur un mur, reprendre un boost, repartir en dérapage, regrinder. En fait, c'est moi la plus grosse prouesse dans ce jeu, c'est le nouveau mode survie, les courses à 24, le level design interconnecté, le renouvellement du gameplay. Ouais. Et aussi, en effet, tu le dis Kira, le renouvellement du gameplay avec, je trouve, quelque chose qui fait sens avec un peu les derniers jeux de Nintendo, à savoir des gameplays émergents. Zelda Breath of the Wild, ça a été le premier vraiment où tu vois, tu regardes les Twitter des gens, ils font des trucs de ouf et tout. Le TOTK, c'est pareil. Même quand tu regardes le Princess Peach aussi, qui avait plein de gameplays différents en fonction des costumes et tout. Et c'est vrai que dernièrement, Nintendo vraiment essaye de faire des choses, des propositions différentes. Et ça, c'est cool dans le domaine du jeu vidéo, qui est quand même très balisé à l'heure actuelle. Super Mario Wonder, tu vois, qui colle très bien à ce propos, Wonder, je trouve. Bonanza qui va arriver. En fait, on est sur des gameplays émergents. Enfin, ils sont vraiment dans le gameplay, ils sont restés là dedans. On peut critiquer le fait qu'on a toujours les mêmes mascottes en face de nous, c'est vrai. Il n'y a aucun problème et je comprends que pour certains ça les gêne. Il y a eu un nouveau design pour beaucoup de mascottes. Hein. Ouais, puis moi franchement ça me gêne pas. Mais à chaque fois ils sont dans le renouvellement, dans l'émergence, et on voit déjà des gens qui dans ce jeu sont capables de faire des trucs de psychopathes, et c'est là que je me dis qu'il y a une énorme marge de progression encore sur le jeu, un énorme potentiel. C'est pour moi le Mario Kart le plus exigeant, et ça c'est bien je trouve, parce que Mario Kart 8 est dans sa version non multijoueur est quand même assez simple je trouve personnellement. Après peut-être parce que j'ai tellement poncé que ok. Non, c'est vrai. Mais là, c'est le premier que je trouve vraiment exigeant. J'ai toujours pas eu toutes les étoiles sur toutes les coupes en 150. Voilà, faut le dire quand même. J'ai presque plus de 10-15 heures de jeu, je dirais même. Et enfin, je le dis, en multi, ça fonctionne toujours autant. Tu mets ça dans les mains d'un enfant, pour le mode balade, il s'amuse. Les courses, il s'amuse. C'est hyper accessible. 50 cm3 et c'est parti. Tu mets la petite antenne derrière. Donc le jeu est resté accessible. Le jeu propose des nouvelles fonctionnalités. Le jeu s'est perdu, je trouve, sur le mode balade. Il s'est perdu sur la World Map peut-être. Enfin bref, le jeu est très généreux. Il propose plein de nouveautés. Tout n'est pas parfait. Il allie beaucoup d'éléments de modernité, hein, le Battle Royale, les courses plus nombreuses, le réajustement, le grind, le gameplay émergent. Mais voilà, je pense qu'il doit encore mûrir ce jeu. Donc j'attends de Nintendo qu'il fasse évoluer certaines mécaniques, qu'il propose des nouveautés, qu'il fasse évoluer ce monde ouvert, qu'on ait des nouveaux circuits, enfin vraiment qu'il le fasse vivre, parce qu'il y a un potentiel de psychopathe dans ce jeu. Et vraiment, il a le potentiel de faire les 10 prochaines années comme le fait Mario Kart 8. Donc tu vois, je suis plein d'espoir, la technique est magnifique, vraiment je suis conquis, mais un poil déçu, je le dis très ouvertement. J'y vais avec beaucoup de plaisir, mais moi un petit peu déçu sur le monde ouvert, et surtout je te dis mais quel potentiel quoi. Franchement il y a un potentiel. C'est ce que je disais. C'est un jeu qu'ils ont créé justement pour durer toute la durée de vie de la Switch, donc il sera amélioré, optimisé, modifié, agrémenté pendant toute sa durée de vie, et ça en fera le Mario Kart parfait, je pense, à terme. Là en l'état pour moi c'est pas encore le cas. J'ai encore de l'affect pour des anciens Mario Kart, même si bon ça reste une
très belles mises à jour avec plein de belles propositions. En multijoueur, le mode survie, c'est vraiment du caviar et tu te marres, mais du début à la fin. Donc voilà, je pense qu'il faudrait refaire un petit point dans quelques années, l'évolution de Mario Kart et comparer les deux chroniques. Ouais, carrément, on le fera très certainement. Avant la conclusion, petite aparté pour la bande son. Franchement, ils ont fait un taf de ouf aussi. Les musiques sont géniales, elles sont orchestrales, elles sont dynamiques, hommage aux anciennes tout en apportant de la modernité aussi. Elles sont finalement assez métaphoriques de ce qu'est le jeu, dans la modernité et en même temps dans l'hommage, et en même temps tu te dis waouh, il y a tellement d'autres thèmes qui peuvent être réorchestrés comme ça. Enfin voilà, on a un petit peu tous les marqueurs de l'hommage, la nouveauté et le potentiel dans cette bande son, donc ça marche super bien. Donc en conclusion, ce que j'ai apprécié vraiment, je le dis, c'est que ce Mario Kart World n'a pas joué la sécurité, sans ceinture de sécurité. D'ailleurs, pourquoi j'ai pas fait des jeux de mots tout le temps sur le thème de... Et je l'ai fait, Kira. Il fait du hors-piste, et oui, c'était la boutade, c'est que j'en ai fait plein. Il fonce dans le décor, il plante le drapeau dans cette nouvelle terre qu'est le monde ouvert. Il ne détruit pas du tout Mario Kart 8. Il s'extirpe de lui, mais en laissant sous-entendre, comme je disais, que les deux peuvent cohabiter. Je me sens tout à fait capable de lancer du Mario Kart World et du Mario Kart 8 pour des plaisirs différents, et ça je trouve que c'est hyper cool. Donc il s'est ouvert au monde ouvert, ce qui n'a pas été, je trouve, la meilleure des réussites en termes d'immersion, oui, en termes de plaisir sur l'instant, oui, mais pas dans la continuité, pas dans l'ambition que j'espérais. Et surtout, dans ce Mario Kart World, on a, comme je disais, cette nouvelle ADN, je trouve, du Nintendo très émergent, comme un peu une nouvelle doctrine. Donc ça, c'est cool. Donc une très bonne pioche qui mérite de mûrir, car il est un petit peu inégal, mais vraiment, il est super fun, il est généreux. Donc voilà, une très bonne pioche malgré tout. Voilà. C'est un très bon cru, c'est un très bon jeu d'appel pour cette nouvelle console, et c'est un jeu qui va fédérer sur le long terme. Donc oui, je suis d'accord, le jeu n'est pas exemple de défaut, mais au final, c'est quand même très minime quand on voit la qualité de ce volet. Tout à fait. C'est très cool, c'est fun, vraiment, on s'amuse, et finalement c'est le principal. Donc c'est ce qu'on demande. Il faut encore qu'il se rôde un peu le jeu, mais vraiment l'essentiel y est, mon cher Kira. Tout à fait. Donc je te passe le relais, je suis arrivé à ma ligne d'arrivée, sans carapace bleue, et qu'est-ce que je déteste cet item par contre. Il y a des nouveaux items aussi, je l'ai pas dit, c'est très cool. La carapace bleue, c'est quelque chose qui peut facilement me vexer, je t'avoue. T'es premier toute ta course et tu te fais éclater sur la fin, là, c'est... Les carapaces bleues, quoi. Ouais, c'est un peu le plus 4 au Uno, quoi. Ah non, les carapaces bleues. Bon, bref... Repartons pas sur Mario Kart, mais vous voyez, ça donne toujours envie de rallumer le moteur et repartir sur la piste. Oui, rallumer le feu. Feu de Johnny. Mais tu vas nous parler de Jurassic World. Donc j'avoue, tu le sais, moi c'est vraiment pas ma cam, mais j'espère que tu as pris ton pied parce que je sais que tu aimes bien cette nouvelle renaissance, revival de Jurassic Park. Donc on t'écoute, Kira. Alors oui, je voulais parler de Jurassic World parce que bon, je suis fan de Jurassic Park, le premier film de Spielberg, bien entendu, qui est pour moi un chef-d'œuvre et dans mon top 5 des meilleurs films ever. Je suis fan de dinosaures, j'ai une passion pour ces créatures, et donc forcément un nouveau Jurassic au cinéma, sachant que je les ai tous vus au cinéma dès le premier en 93. C'était l'occasion quand même d'y aller, avec une certaine fébrilité, je ne te le cache pas. On est quand même sur le 7e volet de la saga. Il s'appelle Jurassic World Renaissance. Et donc, est-ce que c'est vraiment la renaissance escomptée ? On va voir ça tout de suite. Donc Jurassic World Renaissance est né dans l'urgence. Donc après le succès commercial mais une réception critique glaciale de Jurassic World Le Monde d'après, une grosse daube en vrai, faut dire ce qui est, Universal a voulu relancer la franchise au plus vite, car 3 milliards de recettes en 3 films, c'est quand même du pognon, et c'est important, c'est pas une entreprise à but non lucratif. C'est donc dans ce contexte que Gareth Edwards, qui est connu pour The Creator, un film que j'ai vraiment adoré, et Rogue One, donc le meilleur Star Wars depuis 2003, qui a été appelé à la rescousse à peine un
1 an avant la sortie du film. C'est-à-dire le film vient de sortir et le film était encore en tournage en juillet l'année dernière. Je sais pas si tu vois quand même la masse de travail qui a été accomplie, car 1 an c'est quand même c'est le temps qu'il a fallu pour reprendre le scénario en cours, superviser la pré-production, tourner dans 3 pays différents, donc l'Angleterre, Malte et la Thaïlande, superviser les effets spéciaux, monter le film et livrer une copie finale au cinéma. Donc c'est un défi titanesque, surtout que pour une production de cette ampleur, en général, c'est facile 24 mois pour tout faire. Donc, c'est un film qui a été fait dans l'urgence et de façon quand même très précipitée. Et le résultat, c'est un film qui, malgré ses défauts, respire quand même la passion et l'envie de bien faire. Donc, Edwards a injecté sa patte visuelle et son amour pour le cinéma d'aventure, donc tout en jonglant avec des contraintes de temps et de studio, particulièrement lourdes. Je vais vous faire le synopsis déjà pour commencer. Donc l'histoire se déroule 5 ans après le monde d'après. Les dinosaures, désormais relégués aux zones équatoriales, sont en voie d'extinction. Une société pharmaceutique, Parker Genix, envoie une équipe sur l'île de Saint-Hubert, ancien site secret d'InGen, pour récupérer l'ADN de 3 spécimens rares, donc un titanosaure, un Quetzalcoatlus et un mosasaure. L'objectif est de créer un traitement révolutionnaire contre les maladies cardiaques. Mais cette île cache bien plus que des dinosaures. Elle abrite aussi les vestiges d'un laboratoire oublié où furent créées des créatures hybrides, dont le terrifiant Distorius Rex, tellement moche qu'il ne fut pas monétisé dans un parc. L'expédition menée par la mercenaire Zora Bennett, donc la sublime Scarlett Johansson, le paléontologue Henry Loomis et le capitaine Duncan Kirkcaldy va virer forcément au cauchemar, parce que quand tu vas sur une île avec des dinos, généralement ça part en live. Alors, j'ai pas testé, mais j'imagine, mais en tout cas joli cast, ils ont mis le budget. Justement, ils ont mis le budget parce que c'est un très beau casting, un très grand réalisateur, parce que pour moi Gareth Edwards c'est un très grand réalisateur, et surtout le scénario est signé par David Koepp, donc c'est la plume derrière les 2 premiers Jurassic Park. Donc son retour est un vrai coup de projecteur, donc sur l'ADN original de la saga. On retrouve donc sa science du suspense, ses dialogues assez efficaces et surtout cette capacité à faire exister les dinosaures comme des êtres vivants, c'est pas juste des monstres. Tu sais, c'est vrai que la saga Jurassic World, essentiellement, a transformé les dinosaures vraiment en monstres terrifiants, et au final, là, on les voit vraiment plus comme des animaux dans leur milieu naturel. Donc, il injecte des clins d'œil aussi aux scripts originaux, notamment une scène inspirée des storyboards abandonnés du tout premier film, où une fillette s'approche d'un T-Rex endormi. Donc c'est marrant, t'as un T-Rex qui est endormi sur le dos, là, qui est en train de faire sa les pattes à l'air. Ouais, mais exactement, les pattes en l'air et tout. Et je trouve que c'est ce genre de détail qui montre à quel point Renaissance cherche à renouer avec l'esprit Spielbergien, en fait. Donc, mais est-ce que ça désacralise pas un petit peu, parce que le film de Spielberg, ça était quand même basé sur l'angoisse, la peur, enfin le premier Jurassic Park. Donc est-ce que ça désacralise pas ces petites bestioles quand même ? Alors moi je trouve pas, parce que mine de rien c'est un peu comme le xénomorphe dans Alien, c'est qu'on l'a tellement vu en 6 films sous toutes les coutures, en fait, que maintenant il n'y a plus vraiment de tension et de peur sur ces bestioles là, sauf dans les scènes d'action, tu vois. Mais en fait au contraire il a voulu créer un côté émerveillement et respect de la nature, et ça c'est comme dans le premier, ouais, qui est super intéressant, parce que ça rappelle justement le premier et le deuxième film. L'émerveillement avec la scène du Diplodocus et tout, qui est légendaire. Les brachiosaures. Brachiosaures, exactement. Il a voulu faire une scène un peu vite fait équivalente, et je trouve que cette scène justement m'a bien, m'a fait retrouver un peu mon esprit d'enfant quand je l'ai vu, c'était plutôt cool. On parlait du casting, donc c'est l'un des gros points forts du film. On a Scarlett Johansson qui incarne Zora Bennett avec une belle intensité. Elle apporte à la fois dureté et vulnérabilité à son personnage, donc c'est plutôt cool. Ouais, oui, c'est vrai, il y a une certaine intensité. Il y a Mahershala Ali, que j'aime beaucoup, qui joue un capitaine qui est très charismatique et qui peut être touchant. On a Jonathan Bailey, que je ne connaissais pas, en paléontologue un peu dépassé. Il joue parfaitement le rôle du scientifique idéaliste, tu vois, mais il est quand même un peu trop BG pour son rôle de rat de bibliothèque, ça, je dois quand même dire. Le gars, tu dis bon, tu sens qu'il a fait de la muscu et qu'il est un peu beau gosse, tu dis ouais, c'est pas comme ça que j'imagine l'art de bibliothèque, en tout cas. Autour d'eux, on a une galerie de personnages secondaires qui manquent de développement. On a, hormis Rupert Friend, qui est parfait en méchant cynique, qu'on a envie de voir se faire croquer. Mais sinon, au-delà de ça, les autres, c'est vraiment des personnages secondaires pour dire il y a des personnages secondaires.
Et on a donc ce côté vibe old school, déjà dans sa technique, car Edwards a tourné le film en 35 mm, dans des décors naturels somptueux, la jungle thaïlandaise, les falaises de Malte, les plages désertes, tout respire l'aventure à l'ancienne. On pense vraiment, en le regardant, à Indiana Jones, à King Kong, ou bien sûr le premier Jurassic Park, donc il n'y a pas de surenchère numérique, même si on va retrouver des dinosaures numériques et certains matte painting numériques, mais les dinosaures sont intégrés, je trouve, en tout cas avec soin, et sont peu nombreux finalement. Ils sont souvent filmés à hauteur d'homme, avec une vraie attention portée à leur comportement. Donc on est loin du dino-porn du monde d'après, qui lorgnait quand même davantage sur la saga Fast and Furious. Là on revient à quelque chose de plus terre à terre. C'est bien, j'aime bien ce côté-là, peut-être un peu plus intimiste du coup, non ? Oui, un peu plus intimiste, et encore une fois son propos, ça reste, on va dans le territoire des dinosaures pour aller récupérer des MacGuffin en fait, et on voit les dinosaures vivre leur life dans ce territoire-là, et ça c'est quand même, c'est ce qui me manquait justement au dernier Jurassic, et c'est ce qui m'a plu dans celui-ci. Et est-ce que le film arrive à s'extirper de ce côté un peu grand spectacle, moi que j'ai jamais aimé dans les Jurassic World, ou c'est quand même un peu grandiloquent, un peu what the fuck ? Ouais, complètement. Là-dessus, il n'y a pas de débat, justement. On n'est pas, tu vas pas avoir Chris Pratt sur des motos avec des raptors derrière. Bah ça, j'aime bien. Qui vont partir à fond dans Malte et tout. Là, au contraire, on est plus, comme je dis, dans une vibe à la Indie, où, tiens, par exemple, il y a pour moi 2 scènes qui sortent vraiment du lot. La première, c'est une poursuite, la poursuite du mosasaure. C'est le mosasaure, c'est l'espèce de grosse baleine, tu sais, avec des chicots quoi. Donc l'équipe pourchasse cette bestiole en bateau, et on sent clairement l'influence des Dents de la Mer déjà là-dessus. Et Edward filme cette scène comme un hommage donc aux Dents de la Mer. Le montage est nerveux, la musique. Bon, c'est Alexandre Desplat, la musique, sans être folle, elle fait le taf, et le monstre est utilisé, pour une fois bien utilisé dans cette saga, et encore une fois, on a tout à hauteur d'homme, c'est pas spectaculaire de ouf, mais on a vraiment cette sensation de vivre un truc avec eux, et ça c'est plutôt cool. Ça, c'est vachement... Et il y a une autre scène que j'ai vraiment adorée, c'est celle du T-Rex que je te parlais tout à l'heure. Elle est plus inattendue pour moi, car elle monte un personnage, c'est s'approcher du T-Rex qui est paisiblement endormi, et comme je te disais, il est allongé sur le dos, et le dinosaure est donc filmé comme un animal sauvage dans son environnement naturel, et on entend sa respiration qui est assez profonde, on entend le frémissement de ses paupières, et tout évoque une présence vivante qui peut se réveiller à tout moment. Du coup, la séquence est hyper, on va dire, assez tendue pour le coup, et juste derrière, elle se prolonge par une échappée dans une rivière sur un canot pneumatique. C'est hyper ludique à regarder, et je trouve que ce sont pour moi les 2 seules vraies scènes d'action du film, où apparaissent en plus des dinosaures emblématiques des précédents volets, car le reste du bestiaire est entièrement composé de nouvelles espèces qui sont mis à l'honneur. Donc ça aussi, c'est un autre point qui est hyper sympa. À un moment, tu vas avoir des vélociraptors, mais vite fait, tu vas les voir dans le fond, tu vois. Donc je vais pas expliquer, c'est un espèce de gag, mais tu vas avoir 2 vélociraptors dans le fond, donc s'ils sont très flous, tu sais que c'est des vélociraptors, ça va durer 10 secondes en fait, et on va passer à autre chose. Donc c'est bien aussi, c'est qu'ils sont pas concentrés sur sur les dinosaures préférés des gens. Ils ont voulu intégrer de nouvelles petite prise de risque. Petite prise de risque appréciable. Exactement. Bon, après, par contre, le film a quand même des défauts, hein. Malgré ses qualités, le film, son principal problème pour moi réside dans le rythme du 2e acte. Donc après une première heure qui est quand même assez haletante, le film s'enlise un peu dans des scènes de promenade en forêt, et l'intrigue patauge. Pareil, le manque de mort dans ce film, ce qui est quand même con, hein, pour un film qui se veut plus intense, on reste dans du très soft, hein. Les attaques sont souvent hors champ, hormis une scène à la fin où c'est un peu crado vite fait, ça nuit quand même vachement à l'attention. Surtout quand on sent que certains personnages ont une armure en scénarium, tu vois. Je savais déjà à l'avance qui survivrait à la fin du film. Ça a quand même un peu saoulé. Bah c'est marrant parce que tout ce que tu décrivais jusqu'à maintenant, ça faisait, je trouve, un peu côté prise de risque, cassé avec les anciens. Et là, du coup, ils ont peut-être aseptisé le truc pour rester tout public, ou je sais pas, mais ouais, c'est dommage. Alors, je pense qu'ils ont voulu rester tout public parce que clairement, c'est les gamins qui font vendre le maximum. Moi, j'y suis allé un dimanche et c'était blindé d'enfants dans la salle, vraiment. Les enfants étaient émerveillés devant ce film, hein. Vous pouvez les emmener, à part une scène à la fin qui est un peu plus violente, le reste, ça passe crème. Mais je pense aussi que c'est peut-être dû aux contraintes de temps. Comme encore une fois, en un an, ils ont dû tourner le film, faire les effets spéciaux et tout. Ils n'ont pas travaillé davantage le scénario, et ça se ressent vraiment sur ce 2e acte. Pareil, la fin me pose problème. L'arrivée du T-Rex, donc je vais l'appeler comme ça, donc c'est censé être le grand dinosaure méchant final, est quand même très soudaine. On le voit un peu au début du film, on doit le voir 5 minutes au début et 10 minutes à la fin, et basta.
Il n'y a pas vraiment de combat final à proprement parler, donc c'est expédié vraiment très rapidement et je trouve que ça manque d'impact. Il déboule comme ça, comme un cheveu sur la soupe, et c'est pas vraiment une menace en fait, c'est plus une péripétie. Après, encore une fois, c'est aussi pour éviter, je pense, le côté surenchère qu'on avait dans les autres Jurassic World, parce qu'on a eu l'Indominus Rex dans le premier, dans le deuxième, on a eu l'Indoraptor, le deuxième que j'ai adoré pour le coup, et dans le troisième, c'était le Gigantorus Rex, qui était énorme aussi. À chaque fois, ils ont voulu mettre des dinosaures plus grands. Bah là, ils ont fait pareil, ils ont mis un dinosaure très moche, vraiment, il ressemble un peu à un xénomorphe en gros, tu vois, il est dégueulasse. Un dinosaure très grand, donc un dinosaure un peu foiré. On sait qu'il est là, il peut manger des gens, il est voilà, mais à côté de ça, c'est pas, c'est vraiment une péripétie en fait. C'est comme si on était venu le faire chier dans son secteur, quoi. Tu vois, ça s'arrête. Okay. Jurassic World Renaissance n'est pas une révolution pour la saga, donc comme certains, comme moi, espéraient, hein, le film souffre de son développement précipité et de quelques faiblesses d'écriture et d'un climax aussi trop rapide, mais il a le mérite de proposer une vraie vision, de renouer avec l'esprit aventure des débuts et de traiter surtout les dinosaures avec respect, comme dans les 3 premiers films. Gareth Edwards, malgré le peu de temps qu'il a eu, livre un film sincère avec une belle mise en scène. C'est souvent spectaculaire, le casting est solide et certaines scènes ont émerveillé l'enfant fan de Jurassic Park en moi. C'est peut-être pas une renaissance totale, mais c'est un pas vers la bonne direction. Et donc, c'est-à-dire, c'est à l'opposé de ce que proposait le précédent réalisateur, Colin Trevorrow, qui voulait toujours faire de la surenchère. Bah là, c'est pas le cas. Et je trouve que c'est un bon divertissement d'été. C'est pas le film de l'année, c'est pas un mauvais film non plus. Il est dans la moyenne de la saga, mais ça reste à regarder sur grand écran. En tout cas, je vous le recommande malgré tout. Eh ben écoute, merci Kira, ça fait une critique tout en nuances. Ouais, mais c'est bien, tout en nuances. Surtout je vois le film se faire défoncer, hein, je te l'avoue, un peu. J'ai vu que des critiques hyper négatives, donc c'est vrai que ça nuance un petit peu pour le coup, mais c'est bien. Après, il faut des avis différents, et c'est ça qui fait la richesse, hein, de notre passion de pop culture. Je sais que je suis un fanboy de la saga, mais je sais aussi reconnaître quand les films sont pas bons ou quand les films sont très moyens. Donc là, on est dans la moyenne haute de la saga, quoi. Toi, on n'est pas dans le top 3, mais on est plus dans le top 5, on va dire. Et bien sur ce, mon cher Kira, ceci clôture notre émission, qu'on a atteint en plus l'heure, donc plutôt pas mal, parce qu'il y avait quand même des gros sujets. Ouais. Donc j'ai pas de big up cette semaine, j'en avais pas noté, parce que je me doutais que l'émission serait un petit peu longue. Est-ce que si tu en as, je te laisse les faire, ou sinon, je te laisse aussi le mot de la fin. Donc en gros, vas-y, hein, c'est toi qui parles. Surtout, allez au cinéma, jouer à des jeux vidéo, essayez Mario Kart World avec des amis ou en famille, ça peut être très très cool. N'hésitez pas à profiter du soleil, du beau temps. Si vous avez des vacances, c'est cool. Et puis lisez des livres, faites du sport, faites-vous plaisir en tout cas. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous, à la semaine prochaine. Ciao. Ciao.